Alors nous allons finir l'après-midi avec Dominique Crunel qui va nous parler de posture au pluriel en communication et je vais la laisser se présenter. Merci Madame Crunel. Merci bien. D'accord, pas trop près, très bien. Bien, mais je suis donc effectivement Dominique Crunel, orthophoniste, docteur en sciences de l'éducation. J'ai toujours travaillé avec des personnes en situation de handicap, en CAMS, avec les tout-petits, puis en IEM et en IME, puis en MAS et en FAM, donc à tout âge de la vie. J'ai par ailleurs dirigé l'Institut d'orthophonie en faculté de médecine de Lille pendant 20 ans, ce qui m'a permis d'associer mes observations cliniques à une réflexion universitaire et de créer un dispositif que j'ai donc appelé le CHESEP. Donc ce dispositif, ma foi, je l'ai mis en place au fil des années, en fonction des personnes, des patients que je croisais et pour lesquels je repérais un certain nombre de difficultés. Et puis, comme je me suis rendu compte que ça répondait pas mal aux demandes des professionnels d'établissement et des parents, j'ai mis tout ça bout à bout pour en faire un dispositif. Et je voudrais quand même tout de suite préciser qu'en aucun cas, il ne s'agit d'une méthode. D'accord ? Et donc, j'ai travaillé plus spécifiquement pour les personnes en situation de polyhandicap. Alors, je remercie évidemment les membres du GPF pour leur engagement, leur confiance, et puis plus particulièrement Marie-Christine Tesnas, que je connais depuis très très longtemps, et dont chacun connaît bien l'implication. Alors, quand j'ai reçu cette demande du GPF pour intervenir avec vous aujourd'hui, on me demandait, voilà, ce qui était suggéré en tout cas, communication alternative améliorée, l'importance de la posture et du désir de communiquer. Plutôt que de parler de CAA, j'ai finalement intitulé communication pour qu'on ne... Parce que je trouve que le terme de CAA est trop souvent restreint à l'utilisation de pictogrammes et qu'on sait bien qu'on a énormément de personnes en situation de polyhandicap qui n'accèdent pas aux pictogrammes, mais qui, bien évidemment, sont des êtres de communication et que c'est à nous de nous adapter à leurs possibilités, à leurs stratégies. Et puis quand j'ai lu posture, dans le titre qui m'était proposé, je l'ai d'abord entendu à un niveau, juste au niveau de la posture motrice, parce que c'est vraiment un point qui m'est cher. Je pense qu'on ne s'attache que trop rarement à l'installation de la personne dans une démarche, dans un objectif de communication. Et je pense que cette installation, ce positionnement physique, il est incontournable. Pour moi, c'est un préalable, incontournable à tout objectif. Et puis évidemment, posture, ce sont aussi les postures professionnelles, la manière d'être, d'agir et de dire, soucieuse de l'autre, réactive à ses besoins et à ses demandes, respectueuse de ses choix et de ses refus, comme le précise l'OMS. Alors finalement, je me suis dit, je vais aborder avec vous ces deux dimensions des postures. L'installation, le positionnement physique, évidemment, c'est une démarche transversale. On a parlé ce matin de l'importance des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, mais des parents, des professionnels. Qu'est-ce qu'on cherche dans les adaptations posturales? Est-ce qu'on se cantonne à l'orthopédie, qui est un incontournable, bien évidemment, ou est-ce qu'on essaye d'adapter ces postures à la fonction que l'on recherche? Et donc essayer là, de juger de son influence sur la communication. La communication verbale, qu'elle soit orale, gestuelle ou par pointage, exige des capacités motrices. La maîtrise des effecteurs buccaux dépend en partie de la tenue de tête et du tronc, de la qualité tonique des effecteurs buccaux, de la qualité des praxies bucco-faciales. La réalisation de gestes symboliques exige une maîtrise gestuelle et le pointage repose sur une maîtrise ou du geste ou du regard. La communication non verbale, qui passe par la posture, par le regard, par les mimiques,
est également souvent perturbé par le handicap moteur et sensoriel. Donc je vous le disais, pour moi, faciliter la communication, il y a quelques préalables incontournables, dont la posture. Alors je suis personnellement formée au concept Bobat et tout à fait formatée par Bobat, qui m'a convaincue qu'il est essentiel d'essayer d'inhiber la pathologie motrice pour faciliter la fonction, ici donc la communication, tout en respectant bien évidemment les contraintes orthopédiques. Et puis le professeur Vallée, neuropédiatre lillois, nous disait lors d'une journée organisée par l'ARP des Hauts-de-France: pour les personnes polyhandicapées, l'environnement est essentiel. Si elles ne sont pas installées confortablement, si elles sont perturbées par des bruits, si elles ont mal, leurs fonctions cérébrales vont être parasitées et elles vont être incapables de se concentrer sur l'action demandée. Dans ces fonctions cérébrales, le cerveau est une éponge qui enregistre tous les stimuli, mais c'est le cervelet qui gère les rapports signal-bruit dans toutes ces informations visuelles, auditives et somatosensorielles. Ce cervelet est dysfonctionnant dans les troubles du spectre autistique ou le polyhandicap. Pour que le cerveau d'une personne polyhandicapée puisse être en condition d'apprentissage, il est donc essentiel de supprimer tout ce qui peut le parasiter. Vous voyez, j'ai repris l'intégralité de son texte qui m'a semblé tout à fait bien résumer le message que je voudrais vous transmettre et qui nous a transmis évidemment avec toutes les qualités qu'il caractérise. Alors, quelques petits exemples. Et comme je sais que vous commencez à être fatigués, je vais essayer d'être très pragmatique et d'illustrer par quelques vidéos et photos. Alors, chez la personne spastique, la spasticité, l'hypertonie engendre souvent un schéma en extension. La tête est projetée en arrière, le regard est au plafond, on a parfois un spasme d'ouverture buccale, parfois une asymétrie pathologique. Cette posture va générer un inconfort, voire des douleurs, des difficultés pour voir l'interlocuteur, des difficultés à percevoir les cibles éventuellement proposées pour la communication, et la mimique de la personne sera excessive, peu expressive. Je pense que l'objectif, plus ou moins facile à atteindre, j'en conviens bien, c'est de faciliter la flexion, de veiller au positionnement de la tête, de faciliter la respiration nasale. Imaginez l'inconfort de la bouche ouverte qui génère une respiration buccale, qui est épuisante. Et puis permettre l'horizontalité du regard. Vous voyez ici cet enfant, on me dit cet enfant ne fait que quelques cris. Et puis par ailleurs, il faisait beaucoup de fausses routes, tant salivaires qu'alimentaires. Il projette la tête en arrière en prenant un appui sur son appuie-tête. Du coup, ses yeux partent au plafond, sa bouche s'ouvre en spasme d'ouverture. Il ne voit pas son interlocuteur, il ne voit pas son entourage et il n'émet qu'un bruit rauque. Ça, c'est la première photo que je vous ai indiquée là. Installé sur les genoux avec beaucoup de flexion, sans support sous les pieds et sans support au niveau de l'occiput, mais simplement un support au niveau de la nuque. Évidemment, il n'est pas question de laisser avec la tête ballante. Il devient capable d'interaction, capable d'écoute. Et vous voyez que là, on constate qu'il devient même capable de choix. Je crois qu'on peut parler là d'autodétermination. Il devient capable de montrer le dessert qu'il préfère. Et même si je change les desserts de côté, il ne se trompe pas. Il va bien toujours sur le même. Ici, un adulte projeté en arrière sur son appui-tête, extension, asymétrie. J'étais très inquiète parce qu'il avait un spasme d'ouverture impressionnant. Et vous voyez, quand il est arrivé, je me suis présentée, j'ai essayé de m'approcher de lui, de regarder son visage, de toucher, et la bouche restait démesurément ouverte dans ce spasme en permanence.
je finissais par me demander si ça ne s'était pas luxé la mâchoire. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'en lui donnant un petit peu plus de flexion, en essayant de le symétriser, en ramenant sa tête vers l'avant et en l'aidant à refermer la bouche de manière passive, entre guillemets, eh bien, j'avais quelqu'un déjà, vous voyez, qui nous prouve qu'il est capable d'intérêt, regarder ce qui l'entoure, et là, on a pu vraiment percevoir ses capacités de communication, et bien d'autres d'ailleurs. Et ici, c'est une aide-soignante en masse. Elle me dit, j'ai un monsieur là que j'accompagne, je lui montre le téléphone, j'aime bien, je sais qu'il aime bien les téléphones, mais tu me montres le téléphone? Ben non, parce que vous voyez, il a un petit appuie-tête, sa tête est là. Tu montres le téléphone, il fait un grand sourire, mais il ne le voit pas, le téléphone. D'accord? Et là, vous voyez, il lui a mis un appui-nuque qui n'est pas génial, il est un petit peu trop gros. Elle a fait avec les moyens du bord. Et finalement, il devient capable d'aller pointer les petits objets qu'elle lui a posés sur la table. Et puis là, ma dernière arrivée, vous voyez, c'est une jeune qui est suivie au CESAD du CESAP de Clermont-de-Loise. Et son ergothérapeute et son éducatrice me disent on pense qu'elle a des capacités de communication relativement bonnes, mais on n'y arrive pas. Vous voyez, là, on la voit dans son siège, elle grimace, elle pleure. Quand on la prend sur les genoux, elle part dans des spasmes d'extension vraiment importants. Finalement, en lui donnant beaucoup plus de flexion au niveau du bassin, rien sous les pieds, rien derrière la tête, cette petite fille vient pointer les cibles qui lui sont proposées, les photos, et elle les comprend. Et là, elle commence même à les pointer volontairement pour s'exprimer. Et puis quelquefois, alors vous voyez, moi je suis vraiment sur l'idée que, je vous le redirai tout à l'heure, qu'il est très important d'observer et de respecter la stratégie qu'une personne polyhandicapée a trouvée pour exprimer quoi que ce soit, sauf si la stratégie peut s'avérer dangereuse, voyez, pour peut-être aggraver sa pathologie. Ici, je vais vous montrer un monsieur qui était suivi à la fondation. Ali, on va aller goûter. Je peux l'arrêter? D'accord. Qu'est-ce pas. que tu préfères? Juste une seconde, s'il vous plaît. Merci. Donc, ce monsieur, je l'ai rencontré dans un établissement de la fondation John Bost, qui sont très, très investis dans la communication et depuis très, très longtemps. Donc, un gros travail est fait. Et vous voyez, là, par exemple, on prend le temps. Ça, vous voyez bien que depuis ce matin, la notion de temps est revenue en permanence. C'est vraiment la grande problématique. Moi, je dis toujours que leur temps n'est pas le nôtre. Et c'est à nous de nous adapter à leurs besoins. Alors ici, on prend le temps. Il y a une collation, là en l'occurrence. On vient le lui expliquer. Il va y avoir une collation. Qu'est-ce que tu préférerais? On lui donne le choix entre un yaourt et une mousse au chocolat et un café ou je ne sais plus quoi. Donc on lui explique, et ça c'est juste génial. Vous voyez, on aimerait tellement obtenir ça partout. Ce monsieur est capable de choix. Le problème, c'est que pour exprimer un oui, il projette la tête en arrière, il part en extension et il s'enferme dans un spasme d'ouverture. Et ça, c'est très dangereux au niveau, un inconfort actuel, 2, une déformation supplémentaire. Ali, on va aller goûter. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères? Un chocolat? Un café? Ah, pas tout à la fois, hein. Tu préfères le café? Le chocolat? Le café? Oui, d'accord, on préfère le café. Là, ça marche, c'est clair. Sinon, il y a du yaourt.
Yaourt? Non, j'aime pas le yaourt. Une mousse au chocolat peut-être. Mousse au chocolat? Ouais. Donc on récapitule le pédu. Merci. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une vraie capacité de choix, un oui tout à fait signifiant. Évidemment, il faut le maintenir, mais trouver peut-être une stratégie qui le mettrait moins en danger d'aggravation de sa pathologie globale, parce que vous avez vu comme il monte aussi en tonus général, global, hein, quand il essaie de dire oui, et puis cette ouverture de la bouche qui est quand même très dommage. Chez la personne hypotone, au contraire, on a une hyperflexion du tronc, des difficultés de tenue de tête, une mimique de sphète atone, une bouche ouverte, une langue en protrusion, un regard vers le sol. L'idée, c'est un petit peu ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure, c'est de faciliter le redressement en limitant les efforts. Vous voyez, parce qu'on leur demande sans arrêt des efforts. Redresse-toi, tiens ta tête, regarde. Tout ce que nous, on fait de manière très automatique, sans aucun effort, et on peut se concentrer sur une autre tâche. Pour eux, les efforts sont tels que la tâche devient presque accessoire, parce on a trop d'exigences. Donc, trouver un positionnement qui facilite leur redressement. Donc ici, vous voyez cet enfant simplement en basculant un petit peu son siège, tout en préservant évidemment une légère flexion de la tête par rapport au tronc, eh bien, peut regarder son entourage. Une table, vous voyez, moi je propose régulièrement des tables de ce type-là dans les établissements, réglables en hauteur, suffisamment encastrées et un bon appui possible pour les coudes. Et le redressement se trouve souvent bien facilité. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais ça a prouvé son efficacité. Ici, vous voyez, c'est une dame pour laquelle on avait repéré perte d'autonomie d'alimentation, perte d'autonomie de communication, parce qu'effondrée sur la table depuis quelque temps. Une table avait prouvé son intérêt, mais une table telle que je viens de vous la montrer, ça coûte globalement 1 500 €. Donc régulièrement, on me dit « Ah bah oui, ça marcherait bien cette table, mais on n'a pas le budget. » Eh bien, peut-être qu'on pourrait bricoler. Et vous voyez, là, son ergothérapeute lui a fait une tablette qui est juste super. Une tablette qui est donc posée sur la table, avec 2 pieds sur la table et 2 autres qui viennent dans les accoudoirs du fauteuil. Et cette dame a retrouvé son autonomie, tant sur le plan de l'alimentation que sur le plan de sa communication. Et puis, une table que je suis contente aussi de pouvoir vous montrer. Vous voyez, même réflexion dans un établissement. Et une éducatrice et une ergothérapeute, quand je les ai revues en deuxième session de formation, me disent « Venez voir, on s'est fait une table plurisensorielle. » Ah oui, alors on va voir. Et vous voyez, elles ont acheté un pied, là, elles ont fait découper cette tablette adaptée à 4 personnes accueillies. Et elles en ont fait réellement une table plurisensorielle avec là aussi un peu de bricolage. Vous voyez, une grande question aussi que je n'aurai pas vraiment le temps de développer avec vous aujourd'hui, mais comment faire pour que ces personnes puissent avoir quelques activités de manière autonome? C'est pas si simple. Vous voyez, c'est le docteur Jacques Lement, qui est aussi avec nous à l'ARP, qui est aussi papa, et je peux le dire parce qu'il se présente comme tel, qui me disait un jour, en me parlant des plus démunis, « Tu dois te fixer un objectif fondamental, leur éviter l'ennui. » Et derrière cette phrase qui peut sembler banale, il y a un monde. Comment faire pour qu'ils puissent être un peu acteurs de leur vie sans être dépendants de notre contribution? C'est pas si simple. Et je pense que ça passe souvent par le sensoriel et que cette table pouvait apporter comme ça quelques pistes. Et puis, il y a notre installation à nous, parce qu'il faut que notre orientation, notre hauteur, notre distance permettent à la personne de nous regarder et avoir réellement une possibilité d'échange. Et puis, le positionnement des cibles, des objets, des photos, des images, peut-être quelques pictos, mais il faut que l'on sache identifier leurs caractéristiques en fonction des capacités visuelles et d'identification de la personne.
quelles doivent être la taille, les couleurs, le positionnement, le nombre, le fond sur lequel elles sont posées. Vous voyez, tout un tas d'observations, une variable à la fois, pour pouvoir déterminer, eh bien oui, voilà le type de cible pour lesquelles il peut être réceptif. Et puis bien sûr la prise en compte de l'environnement et l'impact de différents facteurs que j'ai listés là. Il y en a sûrement d'autres. Bien sûr, la personne polyhandicapée, elle est dans la vraie vie. Bien sûr, elle est dans une unité où il y a du bruit, où il y a des allées-venues. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas de temps en temps privilégier un apprentissage en veillant à cet environnement? Je crois que oui. Alors, je vais vous montrer cette petite fille. Alors, elle n'est pas polyhandicapée, mais elle a un syndrome d'Angelman. Et c'est une petite fille que l'on a commencé à suivre à 18 mois. On n'avait que des réactions sensorielles à ce moment-là. Et puis, peu à peu, alors les parents se sont vraiment bien investis dans tout ça. On a aidé cet enfant à se construire, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, à partir du repérage d'émergence. Vous voyez, ce qu'elle peut commencer à comprendre, ce qu'elle peut commencer à faire, hein, la zone proximale de développement. Alors, quand elle avait 4-5 ans, son orthophoniste me dit « ça y est, elle commence à regarder des photos et à les pointer, à condition que son installation soit suffisamment contenante. » Vous voyez que là, elle est dans son verticalisateur avec une tablette. L'idée, ça n'est pas à ce moment-là de la verticaliser, c'est de la contenir, sinon on l'a perdue. À condition que l'environnement soit particulièrement calme. Là, c'est à domicile, on dit à maman, pas de radio, pas de téléphone, pas de passage dans la pièce. À condition que les photos portent sur des sujets qui l'intéressent. Maman nous a fait une liste de tout ce qui l'intéresse. À condition qu'il n'y ait que 2 photos de grande taille et très colorées, suffisamment espacées l'une de l'autre. Et là, elle devient capable, non pas de faire une demande, mais de montrer sur demande, ce qui est l'aspect réceptif de la communication. Lali, tu me montres la poussette pour se promener, c'est où? Oui, c'est bien. C'est la poussette. Très bien, Lali. Lali, montre-moi. Tu me montres la banane. Elle est où, la banane? Tu me montres la banane? Ouais, bravo, Lali. C'est la banane, c'est bien. Bravo. Super. Lali, montre-moi. Oh, montre-moi le chariot pour faire les courses. C'est où le chariot pour faire les courses? Regarde bien. Ouais, bravo Lali, c'est le chariot. Voilà, donc cette petite fille, ça fait maintenant 18 ans qu'on la suit, très exactement. Elle est maintenant capable, de manière expressive, de nous montrer une petite image de petite taille qu'elle prend sur son TLA, son tableau de langage assisté. Alors, les demandes sont toujours assez limitées, évidemment, mais c'est pas si mal. Vous voyez, la dernière fois que je l'ai rencontrée, elle m'a montré qu'elle voulait téléphoner à maman. Et là, j'avoue que j'étais extrêmement contente du résultat. Alors, on a aidé cet enfant à se construire au pas à pas. Vous voyez, elle est là, je ne vais pas viser ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je vise un pas à la fois, de manière à l'aider, peut-être un jour, à aller jusque-là. J'ai encore 10 minutes. Et puis, au-delà de ces postures physiques, les postures professionnelles, quelles exigences dans cet objectif de communication? Alors, respecter le temps nécessaire à chacun pour s'exprimer. On l'a déjà dit et répété, et je vais vous montrer une toute petite illustration.
Identifier, respecter les modalités de réception et d'expression. Où en est-elle? Que comprend-elle? Ce sont ses compétences. Que commence-t-elle à comprendre? Ce sont ses émergences. Et la même chose au niveau de l'expression. Pour y arriver à savoir un petit peu quelles sont ses compétences, ses émergences, mais il faut évidemment de nouveau prendre du temps, croiser les regards professionnels, parents, mettre tout ça en commun pour essayer de cibler l'objectif qui peut être atteint sans difficulté majeure. Poursuivre les apprentissages tout au long de la vie, on l'a aussi dit et répété depuis ce matin, et c'est essentiel. Modéliser pour essayer de donner de nouvelles compétences de communication. Modéliser, c'est un terme très à la mode en CA. C'est tout simplement faire modèle. Cette personne peut me dire qu'elle a soif en me montrant son verre. Je lui donne à boire, je la comprends, mais je vais, moi, lui proposer ce qui pourrait peut-être lui permettre de faire la demande lorsqu'elle n'aura pas de verre en face d'elle. Et donc, ça pourra être la photo du verre, l'image d'un verre, un verre miniature, selon les capacités que j'aurai repérées. Et puis, apporter un maximum de redondance, vous l'avez dit aussi. Si, par exemple, je dis un mot, je ne passe évidemment que par le canal auditif, eh bien, charge à moi d'associer le visuel en faisant un geste qui reprend ce mot, et puis éventuellement de proposer un petit objet qui donnera du visuel et du tactile. Voyez, et plus je serai redondante, et plus j'ai de chance que ce nouveau concept passera et que le mot finira par être compris. Je crois qu'il y a 2 points importants à rappeler. C'est que la communication de la personne polyhandicapée, elle est souvent multimodale. 2 gestes, 3 mimiques, 3 vocalises, 2 pointages. Ça doit être respecté comme tel. Et je pense qu'il est très dangereux d'enfermer une personne polyhandicapée dans une méthode de CA. Je crois qu'il y a peut-être quelques gestes du Macathon, 2 pointages d'objets, et puis 3 vocalises. Et vous voyez, là, une maman me disait, ben, moi, mon fils, il a 4 A. Ok, vous pourriez le filmer, et elle a raison. Il a un A pour dire qu'il est fatigué, un A pour dire qu'il a faim, un autre, voilà. Et il a 4 A, et on a eu de la chance parce que ça, au niveau de ses mimiques, on a pu montrer les différences, ce qui fait que tout le monde a pu prendre en compte les 4 A et donner le même sens. Et puis ne pas oublier que pour communiquer, il faut d'abord percevoir et comprendre, et que la plupart du temps, on vise tout de suite l'expressif, alors qu'il leur faut un temps considérable quelquefois pour intégrer, percevoir, comprendre, mémoriser et peut-être un jour évoquer. Alors je vais vous montrer Christophe, je l'appelle par son prénom, qui illustre 3 des objectifs que j'ai fixés tout à l'heure. Respecter le temps. Vous voyez, respecter le temps, respecter les stratégies et poursuivre les apprentissages. Alors Christophe, quand on l'a vu, il avait 47 ans. Il était très peu communicant. Et toute l'équipe disait, bah, il ne communique pas beaucoup, il est peu expressif, peu réactif à ce qu'on peut lui proposer. Et puis l'équipe s'y est mise. Et une psychologue a fait un travail absolument remarquable. Et puis là, ce sont deux de mes étudiantes qui travaillaient dans cet établissement dans le cadre de leur stage de fin d'études. Et alors, elles m'appellent et elles me disent, bah, venez voir, on a l'impression qu'il dit oui avec sa main. Et vous allez voir le oui, comme il est tout petit, le petit mouvement de la main, là, franchement. J'ai dit à ces 2 étudiantes, vous n'avez pas encore soutenu votre mémoire, mais je suis présidente de jury. Vous avez déjà les félicitations du jury. Et voyez donc, ce monsieur, 47 ans. Alors, on s'aperçoit qu'effectivement, il peut dire oui, un oui signifiant.
il avait quand même jamais renoncé, ce que je trouve assez fabuleux, moi. Hein. Alors, on a travaillé avec lui. On n'a jamais réussi à lui donner un nom. Ce qui veut dire que, vous voyez, pour dire oui, il lui faut presque 1 minute. Vous voyez, un jour, je le croise, il n'a pas l'air bien. Je lui dis, bah, Christophe, tu vas bien? Pour être sûr que c'est non, bah, il me faut 2 minutes. D'accord. Tu t'es disputé dans ton groupe? 4 minutes. Tu as mal quelque part? 6 minutes. Et puis finalement, j'ai eu de la chance, on était vendredi, je sais qu'il adore rentrer dans sa famille. Ah, je lui dis, ta maman a téléphoné, tu peux pas rentrer ce week-end. Et là, il me dit, oui. Mais voyez, 7 minutes pour un échange aussi banal que celui-là. Hein. Voilà, alors on a donc travaillé avec lui, on ne lui a jamais réussi à lui donner de nom. Il pointe des personnes, même sur des toutes petites photos, il va pointer avec un effort moteur considérable. Jamais on a réussi à lui proposer, enfin, en tout cas, ce qu'il accepte, de faire des demandes, voyez, par rapport aux photos qu'on pouvait lui proposer. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà, on s'adapte à ce qu'il peut faire. Filmer. D'accord? On va vous filmer et on va regarder le carnet de bord ensemble. Vous êtes d'accord? Super. Super. D'accord. Voilà. Et vous voyez, je pense qu'on a bien fait 300 questions fermées dont on était sûr de la réponse pour ne pas dire n'importe quoi. Et effectivement, on a un oui quand c'est oui. Hein. Donc le oui est tout à fait signifiant. Mais bon, voilà. Alors, quelle modalité professionnelle dans la communication? On l'a déjà dit et répété, chaque moment du quotidien devrait devenir un temps privilégié et d'apprentissage et de communication. Ça, moi, c'est une conviction forte. La communication, ce n'est pas une affaire de spécialistes. Ce n'est pas dans les grandes activités, parfois un peu vitrines, qui va s'exprimer. Par contre, dans le quotidien, oui. Et avec toutes les conditions qui ont déjà été décrites, donc je n'y reviendrai pas. Viser le plaisir de la communication. Et je pense que trop souvent, dans la communication alternative, on vise les demandes. J'ai faim, j'ai soif, je veux un gâteau, voilà. On ne vise pas la fonction narrative de la communication, lui parler de son histoire, de son vécu, et c'est ça qui l'intéresse. Et puis favoriser évidemment les rencontres, familles et professionnelles, pour croiser les regards et réadapter, réajuster au fur et à mesure de l'évolution de la personne. Alors faciliter la communication, vous voyez, moi j'ai fait des questionnaires qui valent ce qu'ils valent, pour m'interroger sur le lever, le coucher, la toilette, le repas, l'habillage, le déshabillage. Je pense que tous ces temps du quotidien, ce sont évidemment des temps qui devraient se dérouler en toute sécurité, en tout cas une sécurité maximale. Ce sont des temps aussi qui doivent aboutir à la fonction recherchée. Je mange pour me nourrir et je bois pour m'hydrater, évidemment. Est-ce que ça se passe en suffisance? Et puis ça devrait être de vrais temps de relation, d'interaction, d'échange. Et je dois connaître pour ça comment la personne exprime-t-elle, par exemple, que le matin, elle aime qu'on la laisse tranquille un quart d'heure dans son lit avant de la lever, et qu'un autre préfère dormir dans le noir alors que son voisin préfère dormir avec un peu de musique. Tout ça, ça devrait être transmis à tout professionnel. Les parents le savent. Les professionnels ne le savent pas forcément. Et je pense qu'on devrait pouvoir harmoniser les pratiques. Je pense qu'on doit entendre et écouter ce que la personne désire, ce qu'elle choisit, ce qu'elle apprécie, ce qu'elle refuse, identifier comment elle l'exprime et donc
harmoniser les pratiques. Vous voyez, par exemple, je vois Simon dans une masse et on me dit, bah, Simon est arrivé il y a quelque temps chez nous. Et vous savez, ces repas sont très compliqués. En fait, il se frappe beaucoup. Et puis, de temps en temps, il jette l'assiette au milieu de la pièce. On ne sait pas pourquoi. OK. Et puis, je vois les parents, parce que j'essaye chaque fois que possible de voir les parents. Et je demande à maman, mais alors chez vous, il se frappe aussi à table? Elle me dit, ah oui, vous avez vu, ça dépend de la hauteur. Mais ça veut dire quoi, ça? Ben, elle me dit, quand il fait ça, c'est j'ai faim. Quand il fait ça, c'est bon. Et quand il fait ça, c'est j'en veux plus, j'ai mal au ventre. Vous voyez? Et s'il a fait 3 fois ça, et que vous arrivez avec la 4e cuillère, ben, il envoie jeter l'assiette d'un air de dire, elle comprend rien, celle-ci. D'accord? Voilà. Donc tout ça, ça passe par des rencontres, des questions précises, hein, pour éviter tout contresens. Viser le plaisir de la communication, je vous disais, ne pas se cantonner à la demande, travailler la fonction narrative qui est finalement l'essentiel de notre communication à tous. Hein. En arrivant, je peux éventuellement demander où est la salle et où est le café, et puis sinon on parle d'autre chose. Hein. Et c'est donc important de travailler dans cet objectif-là. Je pense qu'on est très souvent démunis devant une personne en situation de polyhandicap. Vous voyez, moi, j'arrive régulièrement dans des établissements, je vois 3 ou 4 personnes là que je ne connais pas. Je ne sais pas comment ils s'appellent, je ne sais pas comment ils communiquent, je n'ai rien qui peut... Alors, je suis complètement stéréotypée, je leur dis bonjour, tu vas bien? Je dis qui je suis, et puis je passe au suivant, parce que je n'ai pas de sujet, je n'ai pas de base de communication. Et il faut se donner des bases de communication. Quel sujet est-ce que je peux aborder pour l'intéresser? Comment savoir qui elle est, à qui est-elle attachée, ce qu'elle aime pas, comment elle communique? Alors moi, j'essaie de leur faire ce que j'appelle un carnet de bord, ou au sein de l'UNAPI avec laquelle j'avais travaillé, on a appelé un dico perso, qui aide à mieux connaître la personne, son entourage, les moments forts de sa vie. Et puis, je crée des outils avec l'idée que cet outil, il est le plus possible à disposition de la personne, qui peut y accéder régulièrement. Vous voyez, ça prend un peu cette forme-là. Alors évidemment, j'en ai fait en voiture, j'en ai fait en fleurs, j'en ai fait en classeur. Il y a des tas de professionnels ou de parents qui me disent, bah, moi j'ai fait autre chose. Vous voyez, là je suis dans un établissement, une jeune femme était à l'entrée, et alors elle adore le café, et son éducateur lui a fait son carnet de bord en format tasse à café, et ça c'est juste génial. Hein. Et alors elle me voit arriver, elle ne me connaît pas évidemment, et elle me fait ça comme ça. Alors de dire, toi tu bouges plus, et elle me tend sa tasse à café là, et donc je regarde, bon déjà j'ai son prénom, je vois qu'elle rentre à la maison tous les week-ends, donc je lui parle un peu de ça, et puis forcément c'est illustré de photos pour que ce soit leur outil à eux. Et en fait, sur les photos, je vois qu'elle a 3 poissons dans un aquarium. J'ai le nom de chaque poisson. Et en fait, on a parlé pendant 20 minutes des poissons. J'ai fait marcher mon imagination pour le poisson le plus gros, le plus brillant, celui qui va le plus vite dans l'aquarium. Elle avait un sourire jusque-là. C'est sa vie. Et vous voyez, quand je suis partie dans le groupe, les titulaires qui étaient là me disent, ah oui, ça c'est, je les félicite sur ce qu'ils ont fait, et ils me disent, ah oui, bah ça c'est important pour des gens comme vous parce que vous ne la connaissez pas, c'est vrai, ou pour des remplaçants, c'est vrai, pour nous, ah bon, et vous pourriez me rappeler alors le nom de ces poissons? Ben non, évidemment, on ne va pas s'encombrer la mémoire par tout ça, donc même quand elle les connaît bien, ça peut être utile. Voilà, les inscrire dans leur histoire, c'est aussi un cahier de vie composé de photos, de situations familiales, institutionnelles. Une photo, ils ont fêté leur anniversaire avec papy, ils sont allés à tel endroit avec papa, maman. Les inscrire dans leur histoire, leur donner des repères temporels. De nouveau, avoir des bases de communication. Et puis, quelquefois, vous voyez, là, par exemple, j'ai un monsieur que je connais bien et je connais bien sa famille.
qui est lourdement handicapé, qui n'a alors aucun intérêt pour les pictos. Vous voyez, ses parents insistent pour qu'il utilise des pictos. Et ça fait 2 fois que je vais le voir à la masse. Et quand il me voit arriver, j'ai une pluie de pictos. C'est très joli. Et ce n'était pas vraiment l'objectif. Mais bon. Par contre, il va chercher son cahier de vie et il me le montre. D'accord? Parce que c'est sa vie. Et puis on me dit, vous voyez, son papa a malheureusement une maladie sévère et donc ne peut plus venir le voir et ne peut plus l'accueillir à la maison. Donc ça, pour lui, je pense que c'est très dur. Mais qu'est-ce qu'il en comprend? Vous voyez, comment peut-il vivre le fait que papa ne vienne plus et que papa ne l'emmène plus à la maison et qu'il ne fasse plus d'activité? Alors on lui a refait tout un... Et donc les professionnels me disent, il a de plus en plus de troubles de comportement. Bah oui. Et donc là, on lui a fait un cahier de vie spécifique avec tout ce qu'il fait avec son papa. Et puis je lui ai mis aussi à la ceinture des petites photos avec un dérouleur. Voyez, et quand il a un comportement un peu déviant, on l'incite à prendre les photos et il fait des gros câlins à papa. Et bon, c'est très touchant. Voilà, donc si je veux résumer, parce qu'il faut absolument que je m'arrête, comment aider la personne polyhandicapée à communiquer? Il y a très certainement d'autres idées, ça n'a pas de valeur exhaustive, mais trouver une posture, adapter l'environnement, en particulier lors des temps d'apprentissage, prendre en compte et valoriser toute modalité de CAA, sans forcément viser les pictos, et voilà, vous l'avez bien entendu. Travailler le réceptif avant l'expressif, comprendre ce que la personne exprime, quelle que soit la stratégie qu'elle utilise, chercher et tout au long de la vie les apprentissages avec cette démarche de modélisation, cet apport de redondance. Je pense qu'il faut apprendre à systématiser l'utilisation de quelques gestes symboliques pour le vocabulaire de base, privilégier les moments du quotidien comme des moments fondamentaux de communication et permettre la fonction narrative de la communication pour les réinscrire dans leur vie et dans leur histoire. Tout ça s'appuie sur les regards croisés des familles et de l'ensemble des professionnels et il faut absolument trouver des occasions, des temps de concertation pour élaborer pour chaque personne en situation de polyhandicap un PIC, c'est-à-dire un projet individualisé de communication, comme le recommandait l'HAS déjà en novembre 2020. Merci pour votre attention.